On a tous déjà entendu parler des serious games, hein, ces jeux vidéo à but éducatif. Oui, bien sûr. Mais soyons honnêtes, on se demande souvent si c'est plus qu'un simple gadget marketing. C'est la question de fond, oui. Est-ce qu'on apprend vraiment quelque chose avec, ou est-ce que c'est juste une façon de rendre une leçon un peu ennuyeuse, un peu plus supportable? C'est crucial comme question. Parce que si le jeu, c'est juste un habillage, l'effet d'apprentissage, il risque d'être très très superficiel. Hmm. La vraie interrogation, c'est est-ce qu'il y a une connexion profonde, une parenté en fait, entre la manière dont on conçoit un bon jeu et la manière dont on conçoit une bonne situation d'apprentissage. Exactement. Et si cette connexion existait, l'article qu'on explore aujourd'hui pose une question assez audacieuse, je trouve. Ah oui, Et si ces jeux n'étaient pas une nouveauté, mais l'héritage d'une tradition pédagogique bien plus ancienne? On va suivre l'enquête de Julian Alvarez, Jean-Pierre Gessel et Gilles Mettel dans leur article PBTEL and Serious Games, The Reciprocity, d'accord. pour voir s'ils ont trouvé ce fameux chaînon manquant. Notre but, c'est simple alors. On va décortiquer leurs deux concepts clés, l'apprentissage par problème et les serious games, voir comment ils s'emboîtent sur le papier. Oui. Et surtout, regarder ce que ça a donné sur le terrain avec une expérience concrète qu'ils ont menée. Parfait. Alors commençons par le commencement. Le premier pilier de leur raisonnement, c'est l'APP pour apprentissage par problème. Mhm. Les auteurs le rattachent à un courant plus large, la pédagogie active. Ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement être actif en apprenant? Concrètement, ça veut dire être aux commandes. La définition de Myers et Jones qu'ils reprennent est très claire là-dessus. C'est créer des situations où les étudiants, ils ne font pas qu'écouter passivement. D'accord. Ils parlent, ils débattent, ils écrivent, ils réfléchissent, en se confrontant à des exercices, des simulations, bref, ils apprennent en faisant. En étant immergé. Voilà, c'est ça. L'article insiste sur 3 piliers pour définir l'APP. Le premier, c'est de partir d'un vrai problème. Ça paraît logique. Mais le deuxième point, sur l'apprentissage en groupe, m'intrigue un peu. Est-ce que ça veut dire que l'interaction est aussi importante que le problème lui-même? Ah, mais c'est absolument central. L'idée, c'est que la connaissance se co-construit dans l'échange, dans la confrontation des points de vue. On ne trouve pas la solution tout seul dans son coin, quoi. D'accord. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, le tuteur. Et attention, il faut bien comprendre que le tuteur, ce n'est pas un professeur qui donne la réponse. Ce n'est pas le sachant. Non, pas du tout. C'est un guide, il pose les bonnes questions, il relance le débat, il s'assure que le groupe ne part pas dans une impasse, mais il ne livre jamais la solution toute faite. D'accord. Et le type de problème est aussi très spécifique. Les auteurs parlent de problèmes mal structurés. Ça a l'air un peu négatif comme terme, non? Au contraire, c'est vraiment le cœur du réacteur. Un problème mal structuré, c'est un problème qui n'a pas de solution unique et évidente. Il est complexe, ouvert, Ah oui, je vois. et il est souvent ancré dans une situation réaliste. C'est un peu comme si on demandait à des architectes concevez une maison durable pour une famille sur ce terrain difficile, plutôt que de leur demander calculer la surface de ce rectangle. C'est exactement ça. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Non, il y en a une infinité qu'il faut explorer, justifier, il faut enquêter, débattre, essayer différentes approches. C'est tout l'inverse de l'exercice de maths avec une seule bonne réponse à trouver. D'accord, L'apprentissage se fait dans le cheminement, pas seulement dans le résultat. c'est clair. Donc l'APP, c'est apprendre en résolvant un problème complexe en groupe, avec un guide. Maintenant, comment est-ce que ça se connecte à l'autre moitié de notre équation, les jeux sérieux? À première vue, ça semble être un monde complètement différent. À première vue, oui. Le terme même « jeu sérieux », c'est un oxymore. C'est vrai. L'article aide à y voir plus clair. Pour lui, c'est un jeu sur ordinateur avec des règles qui utilisent le divertissement pour atteindre un but qui n'est pas le divertissement lui-même. D'accord. Ça peut être la formation, l'éducation, la santé. On détourne le plaisir du jeu pour des objectifs utiles, en fait. On prend l'enrobage ludique, l'intrigue, le challenge, Oui. pour faire passer un message ou une compétence. C'est le principe du cheval de Troie. Le savoir entre dans nos têtes cachées à l'intérieur du plaisir. C'est ça. Et ce qui est fascinant, et les auteurs le soulignent bien, c'est à quel point ce domaine est jeune. Ah oui, Il cite Ben Sawyer qui date le premier jeu sérieux vraiment marquant, America's Army, à 2002 seulement. 2002, c'est très récent. Oui, c'est un jeu de recrutement pour l'armée américaine extrêmement réaliste. Et c'est cette jeunesse qui pose un problème de légitimité. Comment prouver que ça marche vraiment au-delà de l'effet de mode? C'est là que le lien avec l'APP devient crucial alors.
Justement, c'est pour ça que le connecter à une méthode éprouvée, c'est si important. Et c'est là que leur analyse devient vraiment surprenante. Pour jeter un pont entre ces deux mondes, ils ne vont pas utiliser un concept de psychologie cognitive ou d'informatique, Non. mais une analogie avec le théâtre. Oui, et quand on y pense, quand on regarde comment on conçoit les deux, l'analogie, elle est frappante. Pour un serious game, le modèle de Zida est simple. Il faut une histoire, de l'art, Le graphisme, le son. voilà, et du logiciel, le code. Et cet ensemble doit être parfaitement aligné avec un scénario pédagogique. On ne plaque pas juste un quiz sur un jeu de tir, quoi. D'accord, ça c'est pour le jeu, mais le théâtre là-dedans. Eh bien, l'article cite un certain Benoît Roussante, qui est un spécialiste de l'APP, et qui décrit son travail de conception de scénario APP comme une forme de théâtre. Ah bon? Pour lui, le pédagogue est un metteur en scène. Son travail, c'est de trouver le bon obstacle, la bonne situation, pour créer chez l'étudiant ce fameux conflit cognitif, une tension qui va le forcer à réfléchir et donc à apprendre. Je vois. C'est une mise en scène. Le scénario d'APP, avec son histoire, ses contraintes, ça ressemble énormément à la conception d'un jeu en fait. Exactement. On retrouve l'histoire et l'art du modèle de Zida. La seule vraie différence, c'est le logiciel, le support numérique. Mais la philosophie de conception est quasiment la même. Précisément. Mais les auteurs, ils vont encore plus loin. Ils ne s'arrêtent pas à cette idée générale de mise en scène. Ils relient le jeu vidéo à une tradition théâtrale très spécifique, le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal. Augusto Boal, le metteur en scène brésilien, son théâtre est très particulier. Ce n'est pas un théâtre où le public reste passif. Non, c'est un théâtre participatif. Le public devient spectateur. Il peut interrompre la pièce, monter sur scène pour proposer une autre solution à une situation d'oppression. Le but n'est pas de regarder, c'est d'expérimenter le changement. Un laboratoire social. C'est ça, et Boal, il s'est lui-même inspiré d'un autre grand penseur brésilien, le pédagogue Paulo Freire, et sa pédagogie des opprimés. Et Frère, si je me souviens bien, s'inscrit dans le courant constructiviste de Piaget, l'idée que la connaissance n'est pas reçue passivement, mais construite activement. C'est la base de la pédagogie active et de l'APP. On a donc une filiation intellectuelle directe et très très puissante. L'apprentissage constructiviste de Piaget et Freire donne naissance à une pédagogie de l'action. Qui inspire un théâtre de l'action chez Boal. Et les auteurs nous montrent que le jeu vidéo est l'héritier direct de cette idée de simulation et d'expérimentation. Attendez, donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un jeu comme America's Army, ce fameux jeu de recrutement, a philosophiquement des racines communes avec les théories pédagogiques brésiliennes des années 60. C'est ça. Ce n'est pas juste une idée marketing, c'est l'aboutissement d'une longue tradition de pensée sur l'apprentissage actif. C'est exactement le chaînon manquant qu'ils mettent en lumière. Et ça donne une profondeur, une légitimité incroyable aux Serious Games. Il y a une citation de Monique Clavel-Levesque dans l'article qui résume ça à la perfection. Elle dit que le théâtre, c'est un outil pour comprendre le monde, Oui, et le cirque, qu'on peut interpréter ici comme le jeu, est un outil pour le maîtriser. c'est le simulateur de vol de la vie en quelque sorte. Exactement. Et comme dans un simulateur, on a le droit à l'erreur. C'est même encouragé, parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Le jeu devient ce modèle réduit de la réalité où on peut tester des stratégies sans en subir les conséquences réelles. Le lien théorique est donc très fort, mais est-ce que ça tient la route en pratique? C'est ce que les chercheurs ont voulu vérifier avec leur expérience. Oui, l'objectif était de voir si cette fusion entre APP et Serious Game crée une vraie synergie, ce qu'ils appellent la réciprocité. Est-ce que 1 plus 1 peut faire 3, en gros? D'accord. Le cadre, c'est une trentaine d'étudiants en multimédia à l'IUT de Tarbes. Ils ont une vingtaine d'années. Et le dispositif de l'expérience est vraiment malin parce qu'il est construit en 2 volets qui s'emboîtent. Le premier volet, c'est une situation d'APP pure. La mission des étudiants est simple. En groupe, ils doivent créer un serious game. C'est leur problème mal structuré. Le défi, c'est un jeu sérieux peut-il remplir les mêmes fonctions qu'une application multimédia traditionnelle? Et pour y répondre, ils doivent en fabriquer un de A à Z. Tout à fait. L'objectif pédagogique caché, pour eux, c'est d'apprendre la gestion de projets multimédia. Et dans cette phase, l'enseignant est le tuteur, au sens de l'APP. Il guide, il questionne, mais... Ils ne donnent pas les solutions. Voilà. Mais ça, ce n'est que la première moitié. Vient ensuite le second volet qui est centré sur le jeu qu'ils viennent de créer. Exactement. Le jeu qu'ils ont conçu a un but précis, faire découvrir un métier peu connu à des lycéens. Le conflit cognitif change donc de cible. Maintenant, il est pour les lycéens.
est-ce qu'un jeu peut vraiment m'aider à découvrir un métier? C'est un montage assez habile. Est-ce que les étudiants n'ont pas risqué de se perdre un peu en étant à la fois les sujets et les créateurs de l'expérience? C'est là toute l'intelligence du montage et le cœur de la réciprocité. Parce que dans cette deuxième phase, où les lycéens jouent, le rôle de tuteur change de main. Ah. Ce ne sont plus les enseignants, mais les étudiants eux-mêmes qui doivent expliquer leur jeu, guider les lycéens, répondre à leurs questions. Ils passent du statut d'apprenant à celui de formateur. Donc, si je résume, la réciprocité, c'est ça. Les étudiants apprennent en fabriquant l'outil, Oui, et ensuite ils renforcent cet apprentissage en enseignant aux autres à s'en servir. C'est un double effet. ils vivent l'expérience des deux côtés du miroir. Ils sont à la fois les sujets d'une pédagogie par problème et les créateurs d'une expérience d'apprentissage par le jeu. Alors, le verdict. Est-ce que ce pont théorique a tenu l'épreuve de la pratique? Les résultats ont été à la hauteur? Les auteurs décrivent les résultats comme très, très positifs. D'abord, un fait simple mais parlant. Tous les groupes ont rendu leur projet dans les temps, ce qui est loin d'être une évidence. C'est vrai. Mais au-delà de ça, ils rapportent un très fort engagement des étudiants tout au long du processus. Il y a une anecdote dans leur rapport qui m'a vraiment marqué à ce sujet. Ils notent que les autres professeurs, qui enseignaient de manière plus classique à ces mêmes étudiants, se plaignaient d'un taux d'absentéisme très élevé dans leurs cours. Alors que sur ce projet mené en APP, l'absentéisme était quasi nul. C'est énorme! C'est un indicateur indirect, mais extrêmement puissant. Il montre à quel point donner de l'autonomie, un but concret et un cadre collaboratif peut décupler la motivation. Quand on donne du sens à ce qu'ils font, ils sont là. Et du côté des utilisateurs finaux, les lycéens, comment le projet a-t-il été reçu? Très bien également, les enseignants du secondaire ont trouvé l'approche très pertinente. Mais le moment de réciprocité le plus fort, et qui n'était même pas prévu au départ, est venu après. C'est-à-dire? Un des groupes d'étudiants, après avoir fait tester son jeu dans un lycée, a été réinvité par l'établissement. Non pas pour rejouer, mais pour venir parler de leur propre parcours d'études en multimédia. Oui. Le jeu a servi d'amorce, de point de départ à un véritable dialogue sur l'orientation. La boucle était parfaitement bouclée. Donc, si je comprends bien, leur conclusion, ce n'est pas juste que ça marche bien ensemble. C'est plus fort que ça. Ils disent que l'un peut servir de fondation théorique à l'autre. C'est ça, leur conclusion, c'est que l'APP et les Serious Games sont parfaitement ajustés l'un à l'autre. Cela veut dire que tout le corpus de recherche sur l'APP, qui est une méthode validée depuis des décennies, peut être utilisé pour éclairer, valider et structurer la conception des Serious Games. Ça leur donne des fondations pédagogiques en béton, quoi. Exactement. Et ça les sort de l'image de simples gadgets technologiques. L'article se termine sur une pensée qui ouvre encore la perspective. Oui, une citation de Gilles Brougière qui nous invite à repenser ce qu'est l'apprentissage. Il dit que ce n'est pas un événement isolé, comme assister à un cours, mais une activité continue, fondamentalement sociale. Mm. Et si on adopte ce point de vue, alors le jeu n'est plus une perte de temps opposée au travail, il devient un espace potentiel d'apprentissage parmi d'autres. En somme, cette analyse nous a montré comment l'apprentissage par problème et le jeu sérieux partagent un ADN commun, celui de la mise en scène, de la narration et de la création d'un défi intellectuel. Et l'expérience menée à Tarbes a prouvé que leur mariage n'est pas que théorique. Il crée une synergie très puissante, un cercle vertueux où apprendre en créant un outil qui sert ensuite à enseigner démultiplie l'efficacité. Le point central de l'article est de montrer comment l'APP peut légitimer les Serious Games. Mais en refermant ce dossier, je me dis que l'expérience nous laisse avec une autre question. Une piste de réflexion peut-être encore plus provocante. Ah oui. Si le processus de création d'un jeu sérieux est une forme si efficace d'apprentissage. Alors peut-être que l'apprenant principal d'un jeu sérieux n'est pas la personne qui joue à la fin, mais la personne qui l'a conçu. Exactement. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait dans notre façon de penser les projets éducatifs de demain? Est-ce qu'il faut continuer à mettre l'accent sur la consommation de contenu pédagogique, même ludique? Ou est-ce qu'on devrait massivement investir dans la formation par la création? Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.